Nous sommes le 17 juin, nous souhaitons un bon anniversaire à la chanteuse Lio, à la tenniswoman Venus Williams, au réalisateur Ken Loach, au rappeur Kendrick Lamar et évidemment, nous souhaitons un merveilleux anniversaire à Monsieur Eddy Merckx, 80 ans aujourd'hui. Notre cadeau, c'est un numéro spécial dont connaît nos classiques et il en a gagné des classiques, 19 monuments dans sa carrière au total. Il est lui-même devenu un monument et il nous fait l'honneur, le plaisir avec un grand sourire d'être avec nous en studio. Bonjour Eddy. Merci beaucoup pour les bons vœux. Merci. Les bons vœux d'anniversaire en ce jour particulier, effectivement. Ouais, alors Eddy, on va évidemment reparler des grands moments de votre carrière. On a ressorti les plus belles archives, évidemment, de la RTBF. On a aussi préparé quelques témoignages surprises et vous ne serez pas déçus. Pas de surprise en revanche les concernant puisqu'ils sont à côté et devant vous. Bonjour Gérard Bullens. Bonjour Sam, bonjour Eddy, bonjour Laurent. Et bonjour Laurent. Bonjour Sam, bonjour Eddy, bon anniversaire. Et bonjour Gérard. Les amabilités d'usage, vous vous connaissez bien. Il y a parfois des sorties vélo entre Gérard et Eddy et des sorties qui se prolongent parfois. Mais ne dites pas ça, hein. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on ne s'est plus rencontrés, mais c'est vrai qu'après une sortie vélo, on peut prendre un petit verre parce qu'on a transpiré. Ceci étant dit, on dit et petit, parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on pourrait nous transformer dès ce soir en vieux alcooliques, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui n'est certainement pas le cas, vous êtes tous les deux très bien conservés. Un mot d'abord, Eddy, sur votre santé, tout simplement. On sait qu'il y a eu cette chute au mois de décembre dernier. Comment vous allez aujourd'hui ? Ça va de mieux en mieux, je dirais. Donc, j'espère. Je serai pas prêt pour le Tour de France, mais en tout cas, peut-être pour le Tour de Lombardie, mais ça sera juste. Vous avez recommencé le vélo. Vous avez recommencé le vélo. J'ai recommencé le vélo, oui. Des petites sorties. Lorsqu'on a été arrêté pendant plus de 6 mois, c'est pas évident de reprendre le vélo. Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de peur? Au début, la première fois, c'est quand même c'est bizarre. On pense toujours à cette chute, une petite bête chute, mais enfin, c'est comme ça. Et les coureurs professionnels savent ce que c'est. Vous avez été longtemps coureur professionnel. Alors, vous connaissez la chanson « On n'a pas tous les jours 20 ans ». On n'a pas tous les jours non plus 80 ans. Est-ce que vous vous souvenez de votre 20e anniversaire en 1965 ? Est-ce que le Eddy Merckx d'aujourd'hui a changé ? J'imagine que oui, depuis 1965. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce monde-ci en 2025 ? Oui, absolument. Je pense qu'il y a pas mal de chemin qui a été fait depuis 65, mes 20 ans. Donc c'était ma première année professionnelle et maintenant, il y a quand même pas mal de kilomètres qui se sont écoulés, je dirais. Gérard, il est comment, et vous le connaissez plus personnellement que Laurent Bruvier et moi-même, il est comment l'homme Eddy ? Je pense que c'est quelqu'un de simple, comme sa famille d'ailleurs, que c'est quelqu'un qui est resté, malgré son palmarès, malgré sa grande carrière, qui restera, selon moi, le seul à obtenir ces résultats-là, vu l'évolution du cyclisme aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est resté abordable. Et je suppose que les nombreuses sollicitations doivent quand même être quelque chose de fatigant avec le temps. C'est quelqu'un qui est, je pense, très attaché à sa famille aussi. Les valeurs familiales sont très importantes pour lui. La fidélité, par rapport aux gens qui sont proches de lui, à ses amis. C'est aussi quelqu'un qui est, parce que on s'est rencontrés dans différentes réunions aussi, de très très bonne compagnie, qui aime vivre, qui a une joie de vivre, et je vous renvoie vers les réseaux sociaux pour une interprétation, par exemple, d'une fable de La Fontaine. Le corbeau et le renard au bruxelaire. Eddy sait rire. Et puis quelque chose qui, moi, me va bien, en particulier, c'est que quand on pose une question à Eddy, il y a toujours beaucoup de franchise, beaucoup de clarté dans la réponse. Il n'y a rien qui est calculé. Il dit les choses comme il les ressent. Quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. Et comme vous me connaissez depuis de nombreuses années ici, c'est quelque chose qui me botte beaucoup. Laurent, vous êtes un petit peu plus jeune que Gérard, un petit peu plus âgé que moi, quelques mois aussi peut-être. Vous avez connu Eddy quand vous étiez gamin sur son vélo, vous avez aussi beaucoup appris sur Eddy dans les livres, sur Internet aujourd'hui. Comment on explique 47 ans, puisque vous avez pris votre retraite, Eddy, le 18 mai 1978, 47 ans après la retraite d'Eddy Merckx, comment expliquer qu'ils sont encore aussi populaires ? Je ne vais pas l'expliquer, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est à San Remo, je ne sais pas si vous vous en souvenez,
On allait commenter un Milan-San Remo ensemble et on dormait à San Remo. Donc le matin, on va vers la ligne d'arrivée et c'est une rue piétonne. Donc on est là et on se fait arrêter par une jeune dame avec son enfant. Et elle demande pour faire une photo avec Eddy. Donc moi, je pense qu'elle veut une photo. Elle voulait mettre son enfant dans les bras du champion. Et après, on lui a quand même proposé de faire une photo avec son téléphone. Elle, son enfant et Eddy. Et l'autre exemple, c'est en venant ici, on a quitté le maquillage, on a traversé la passerelle ici à la RTB. Il y avait un groupe de visiteurs de la VRT. Et j'avais l'impression d'être avec Dieu. Il y a une personne qui a dit « C'est Eddy, c'est Eddy !» Et ils se sont tous retournés, mais c'était regarder dans leurs yeux ce qu'ils étaient là, ce qu'ils voyaient de concret, de réel devant eux. Donc pour moi, je ne sais pas l'expliquer, cette popularité, si ce n'est que c'est une légende, et la légende est là, la légende vivante qu'ils voyaient devant eux. Et cette demoiselle à San Remo, c'était ça aussi. Vous la ressentez, cette popularité, encore et toujours aujourd'hui? Oui, je la ressens bien sûr, comme Laurent vient de le dire, là, il n'y a pas si longtemps, tantôt ici dans la RTBF, il y a un groupe qui faisait Eddy. Ouais. Enfin, ça fait toujours plaisir. J'ai une question. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà eu, depuis 1966, 67, 68, un moment où vous avez pu vivre dans l'anonymat? Oui, peut-être. Un moment, c'était au moment du rallye du Zaïre, quand on était dans la brousse. Et là, c'était assez calme quand même, il n'y avait pas beaucoup de... Bien qu'on s'est arrêté, et une fois, il y avait combien de Congolais autour, et ils disaient « Merci ». Et le photo, c'est comme ça, ouais. Enfin, on vit avec. Oui, vous êtes toujours là, en tout cas très disponible, que ce soit pour les médias ou pour le public quand il s'agit d'une photo ou d'un autographe. Alors, on ne va pas refaire votre carrière de A à Z, sinon il faudrait une émission de quelques heures, voire de quelques jours pour arriver au bout. Mais je rappelle, pour les plus jeunes, justement, que vous avez gagné 525 courses sur route, on ne parle pas de la piste, 5 Tours de France, 5 Tours d'Italie, 7 Milan-San Remo, 3 championnats du monde, 5 Liège-Bastogne-Liège, 3 Paris-Roubaix, etc., etc. Je ne parle que des plus grandes victoires. Mais pour que les plus jeunes, justement, prennent bien conscience de ce que vous représentez, de ce que vous avez représenté dans les années 60 et 70, je vous propose de regarder quelques images de l'après-tour 1969. Il y a eu la Grand Place, il y a eu la réception au Palais Royal avec le roi Baudouin et la reine Fabiola. Regardez ces images, la foule là, qui vous attendait à l'entrée du palais. C'est énorme, ça vous vous souvenez? Oui, c'est à l'entrée de la Grand Place. Il y avait énormément de monde. Il faut dire aussi qu'il y avait 30 ans qu'un coureur belge n'avait plus gagné le Tour de France, et ça avait quand même fait bouger les supporters. Ça, c'était au Palais Royal, bien sûr, avec le roi Baudouin qui m'avait gentiment accueilli après un 21 juillet, puisque le Tour de France s'est terminé le 20 juillet, et que le 21, le jour le jour de la journée nationale, fête nationale, je dirais, on était reçus par Sa Majesté le roi Baudouin. Oui. Et le premier pas sur la Lune, le même jour, le 21 juillet 69. Quelle date, effectivement, dans l'histoire du cyclisme, dans l'histoire tout court. À l'époque, il y avait la Beatlesmania, vous vous en souvenez? Il y avait donc aussi la Merckxmania. C'était un peu équivalent, hein? Oui, c'est beaucoup dire, mais enfin, il y a quand même beaucoup de supporters. Oui. Alors, vous avez beaucoup de sollicitations ici dans le cadre de votre anniversaire. Gérard le disait, c'est encore impressionnant aujourd'hui. Ça peut être pesant aujourd'hui. Est-ce que ça l'est, ces demandes? Est-ce qu'elles le sont pesantes? Pas pesant, non. On l'accepte volontiers, je pense, après tant d'années. Et ça fait plaisir. J'ai quand même fait plaisir à beaucoup de gens, et j'ai pas le droit de refuser aujourd'hui. Et c'est avec fierté que je réponds à ces différentes demandes. Oui. J'ai un autre exemple, à l'instar de ce qu'expliquait Laurent Bruvier à San Remo. Vous vous souvenez, on était ensemble à l'inauguration d'une grande statue dans un rond-point à Petit-Anguien. Il y a 1 an et demi, où vous avez gagné votre première victoire. Oui. C'était énorme. J'ai vu des gens attendre là pendant 2 heures, 3 heures votre arrivée. Il y avait une impatience incroyable. Oui, c'était dans le 1er octobre 61, et maintenant, il y a quelques mois que cette inauguration s'est faite au rond-point, là, à Petit-Anguien. Le rond-point Merckx, où j'ai gagné ma première course de débutant, oui.
Alors, je vous l'ai dit, on a quelques commentaires surprises, quelques témoignages à surprise qui nous sont parvenus, et notamment celui de Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, le directeur du Tour au sein de la société ASO. Il vous rend un petit hommage et puis il vous pose une question. Et on va évidemment vous demander de répondre à la question. On écoute. Dans la grande histoire du Tour de France, il y a un champion au-dessus de tous les autres, et c'est toi, Eddy. Toi, vainqueur à ta première participation en 1969, 5 fois triomphateur du Tour, 525 victoires professionnelles. Bon anniversaire, Eddy. Bon anniversaire, grand champion. Très heureux de te faire ce petit message. J'ai même pas envie de parler davantage de ta carrière. Je voulais surtout te remercier, te dire merci pour toute la générosité et pour ton panache dans l'effort. Et puis, chapeau pour avoir transmis à tes enfants, avec Claudine, ta femme, l'éducation que tu as reçue de tes parents, éducation transmise ensuite. Je l'ai vu lors du grand départ du Tour de France chez toi à Bruxelles en 2019, centenaire du maillot jaune, que nous voulions, que la ville de Bruxelles voulait, que nous voulions pour fêter le plus grand champion, le plus grand symbole du maillot jaune. J'ai vu cette éducation qui a été transmise. Comment as-tu fait? C'est en vérité ma seule question. Je dis souvent aux gens qui me posent des questions sur toi, vous connaissez le champion immense qu'est Eddy Merckx, plus grand champion de l'histoire du cyclisme, l'un des plus grands champions de l'histoire du sport, mais Eddy Merckx, Monsieur Merckx, vous tient la porte. Quand Pierre-Yves Thouot, mon adjoint, que tu aimes beaucoup, Eddy, vient à Bruxelles, absolument, tu ne souffres pas qu'il ne te prévienne pas parce que tu veux venir le chercher à la gare. Tu es un champion unique, tu es un homme remarquable. Merci pour tout. Et encore une fois, ma seule question possible, c'est oui, comment avez-vous fait avec Claudine pour transmettre cette très belle éducation faite de respect? Mais je crois que c'est un petit peu ce que mes parents m'ont transmis et que aussi bien ma femme que moi-même, on a essayé de transmettre à nos enfants. Et je pense que c'est pas mal trop mal réussi avec Sabrina et Axel, qui aussi ont les valeurs de la vie sont très importantes et je crois que ils restent aussi sur ils ne vont pas sur un nuage, ils restent les 2 pieds sur terre. Et je crois que c'est le plus important de respecter tout le monde autour de soi et pas croire qu'on est plus que quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Vous avez un point commun, toute proportion gardée avec Gérard, avec Laurent, avec moi-même, c'est qu'on voyage beaucoup et que donc par moment on voit moins nos enfants. C'est parfois plus difficile pour l'éducation. Ouais. Et la grosse différence, c'est que vous étiez évidemment une vraie vedette à l'époque. C'est pas évident, ça, Gérard. J'imagine, on n'est pas dans la peau d'Eddy, mais d'éduquer correctement ses enfants quand on n'est pas souvent là et quand on peut pas sortir sans être harcelé par les gens. Mais je pense effectivement que ce n'est pas évident du tout et que c'est une cellule familiale qui doit être créée pour que les valeurs soient transmises. Et je pense véritablement que pour un champion de la trempe d'Eddy, Claudine, son épouse, a joué un rôle très très particulier et qu'être à cette époque-là, comme aujourd'hui, l'épouse d'un coureur, c'est un véritable métier en fait. C'est quelque chose de particulier. Quand la cellule familiale explose, je pense que les résultats du coureur ne sont plus là et que l'évolution des enfants n'est plus la même. Et pour corroborer un peu ce qui a été dit jusqu'à présent, moi je me souviens d'une arrivée de Paris-Bruxelles, quand ça existait encore, qui arrivait au stade d'Anderlecht. Je pense qu'Axel, à cette époque-là, était dans l'équipe Mapaille. Moi, je repartais après la course pour sortir du parking qui avait 2 barrières Nadar. Au moment où je vais sortir de la voiture, arrivent Eddy et Axel. Ils prennent tous les 2 une barrière Nadar. Ils ouvrent la porte, je sors. Mais c'est parce qu'ils ont les clés du Sporting. Peut-être bien, mais de la part de personnes de cette qualité, ça dit bien quelles sont les valeurs et pourquoi on aime encore Eddy Merckx et Axel Merckx aujourd'hui. Et comme je le disais, Christian Prudhomme, il tient la porte, c'est vraiment ça. Il enlève les barrières et il tient la porte. Laurent. Juste ajouter une chose, on a eu un débat, je ne donnerai pas le nom du coureur, sur un coureur belge qui ne performait pas. Et Eddy a dit, cette fois-là, ça m'a marqué, il dit le rôle de la femme, de l'épouse d'un coureur cycliste, c'est un rôle ingrat, c'est un rôle dans l'ombre, mais c'est un rôle capital pour l'épanouissement du coureur. Si la relation à la maison n'est pas bonne, il ne pourra jamais être performant. Ça m'a marqué.
Oui, mais je pense que c'est très important aussi, surtout pour éduquer les enfants. Je crois que là, Claudine n'a pas trop mal fait son travail, je pense, parce que je suis fier de mes enfants. Alors, Absolument. puisque vous parlez de vos enfants, ils vous ont aussi laissé un petit message, évidemment, et on va débuter par Sabrina, votre fille. Je rappelle quand même que vous avez fêté, j'ai vérifié, hein, je ne les connais pas toutes par cœur, vos noces d'Azalée. Donc, 57 ans de mariage, bientôt 58 ans de mariage. Bravo, Eddy. Et je renvoie nos auditeurs, téléspectateurs, ceux qui nous suivent en radio, en télé, en podcast, vers cet article intitulé sur notre site, il existe toujours, La tribu Merckx, c'est tellement sacré pour Eddy. Et dans cet article, on a décortiqué votre entourage proche et notamment, évidemment, la présence de votre fille Sabrina, qui a une petite question pour vous. Papa, à mon tour, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, pour cette occasion, je voulais te poser une petite question. On dit toujours que j'ai le même caractère que toi. Mais quel est le trait de caractère que j'ai hérité de mon papa? Rien que du bon. Alors, quel trait de caractère en commun avec Sabrina? Je pense que elle n'est pas facile. Elle sait ce qu'elle veut et moi également, je savais ce que je voulais. Et je pense qu'à certains moments, elle est dure. J'étais également dur. Donc c'est un peu c'est ce côté-là. Et puis aussi le côté doux qu'il a aussi de moi. Parce que c'est pas toujours tout négatif. Et je pense qu'elle a beaucoup de romantisme, Sabrina, et c'est pas plus mal. Ben voilà, ça se termine en beauté. Une romantique voilà. Terminée. Une main de fer dans un gant de velours, pour le dire autrement. Voilà. Même si sur le vélo, je pense que c'est surtout la main de fer et le gant de velours, il était dans la valise à l'hôtel. Alors, c'est une question qui paraît simple, peut-être en même temps un peu compliquée pour vous. Quelle est, Eddy, la victoire, sur les 525, la victoire que vous sortiriez du lot à l'issue de votre carrière? Il y a aucun doute. C'est certainement ma victoire en 69 du Tour de France. C'est la plus belle victoire. Gagner le Tour de France 30 ans après qu'un coureur belge n'ait gagné la grande boucle. C'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Quand on est gamin, on joue Tour de France, le maillot jaune, et puis en une fois, on arrive le 20 juillet 69 à Paris en jaune, et c'est une consécration vraiment qui est inoubliable, je dirais. J'avais parié sur cette réponse-là, je ne me suis pas trompé. Laurent Bruvier, la victoire que vous sortez du lot sur les 525 d'Eddy Merckx. Ça peut être la même, hein? Oui, je ne sais pas si on peut en sortir une... c'est le jeu. Alors, je vais donner, et ça, je vais couper l'herbe sous le pied de Gérard, c'est un côté un peu plus sentimental, les 7 victoires à San Remo. Voilà, le package complet. Le package. Le package. Gérard? Moi, je n'ai pas envie du tout de sortir une victoire, mais la première fois que je l'ai rencontré, il ne s'en souviendra pas, évidemment, mais il m'a signé une photo que j'avais faite de lui dans une course, une arrivée en Flandre. J'avais fait la première année, la tournée des Critériums, mais il y a beaucoup de gens qui oublient qu'il y a eu un Critérium à Woluwe-Saint-Lambert, à l'avenue de Broqueville, à Scarbeck, à l'avenue Chazal, à Saint-Josse, à remonter X fois la chaussée de Louvain, qui n'est pas loin d'ici. Mais la première fois où j'ai été très près d'Eddy pour une signature, c'est un Critérium à Bierge. Avec Ferdinand Braque notamment. Ça a été mon tout premier contact. Il est ressorti de cela que mes parents m'ont acheté un vélo de Ferdinand qui était, je pense, 40 cm plus grand que moi et avec lequel j'ai commencé à rouler. Mais voilà, c'est un souvenir très très particulier et il faut bien avouer que Eddy, avec quelques années de retard sur lui et que je ne peux pas rattraper ni en vélo ni dans la vie de tous les jours, était l'idole de mon enfance, raison pour laquelle je faisais tous les critériums. Landerzeel aussi, je me souviens. Oui, c'était des vrais critériums où il y a de la bagarre en fait. Laurent évoquait les 7 victoires à San Remo, 7 victoires en 10 ans, hein. La première en 1966, la dernière en 1976, quand vous étiez imposé devant le néo-pro de l'époque, Jean-Luc Van den Broek. On va revoir quelques images de cette arrivée en 76. Et moi, j'ai cette question, quand on revoit ces images et cette fameuse Via Roma, ce sont les images d'époque, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette Via Roma? J'ai sûrement eu cette chance avec Gérard, avec Laurent aussi, de couvrir Milan-San Remo. J'ai parcouru Milan-San Remo, mais j'ai des frissons sur la Via Roma. Vous les avez encore, vous, ces frissons sur cette Via Roma? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est inévitable. Je pense que la Via Roma, pour moi, c'est... parce qu'on m'a posé la question il y a une semaine, quelle est la victoire qui fait le plus plaisir?
Bien sûr, le Tour de France, mais en tant que... c'est la première victoire en tant que débutant. Et moi, j'ai répondu non, c'est la première victoire à Milan-San Remo, parce que c'est là que j'ai compris que je pourrais faire une carrière cycliste et que j'aurais pu être un coureur professionnel qui pouvait gagner sa vie en faisant le cyclisme. La vie à Roma, c'est un rêve également. Et puis cette fois, c'est inespéré, je dirais presque. La fameuse allusion à la loterie. On ne gagne pas cette fois la loterie. C'est bien connu. L'Italie, c'est un peu votre deuxième pays. Deuxième patrie, oui. Voilà, vous avez gagné 5 fois le Giro. On se souvient notamment des Trecime di Lavaredo en 68. Vous parlez un peu italien, je pense. Oui, je parle un peu italien. Avec les années que j'ai couru pour une équipe italienne, donc depuis 68 jusqu'en 76, je courais pour une équipe italienne. D'abord la Faima, puis Molteni, puis voilà. Il y a moyen d'avoir un échange avec Gérard Bulens ? Possiblement. Une question de Gérard en italien, la réponse en italien. Alors, avec les mains, hein? Si, avec les mains peut-être, mais les mains, moi je ne les ai pas, les paroles, je peux les avoir. Voglio sapere oggi si come corridore della questa periodo, come vedo un corridore oggi e qual è la differenza tra un corridore della tua periodo e un corridore di oggi? C'è tanta differenza, credo che nel mio tempo dovevamo correre tutte le corse del calendario, adesso posso più prendere su una corsa solo e poi penso che oggi abbiamo anche dei grandi corridori che fanno il successo del ciclismo, prima Pogacar e adesso c'è anche un corridore come Del Toro che è una bella cosa per il ciclismo. Si, credo anche. Maintenant en français, parce que je suppose qu'il y a plus de francophones qui nous... Mais on a plus ou moins compris, allez-y. J'aurais voulu savoir, Eddy, si tu étais coureur aujourd'hui, est-ce que tu aurais le même plaisir que celui que tu as eu à ton époque? C'est différent parce que dans mon époque, j'étais tellement amoureux du vélo, du cyclisme, que j'aimais faire toutes les courses. Et aujourd'hui, j'aurais dû aussi faire comme les coureurs aujourd'hui, de trouver des moments forts pour et aller en stage et tout. Je pense pas que c'était vraiment mon truc. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question. Parce que s'il y avait bien quelqu'un qui courait à l'instinct, c'était Eddy, évidemment, qui n'avait pas peur d'attaquer loin de l'arrivée. Alors on va me dire, Pogacar fait la même chose, mais je pense que l'histoire des stages, à cette époque-là, la saison commençait un peu en Méditerranée, on parlait de Bessèges. En Sardaigne. La Sardaigne, effectivement. Aujourd'hui, la saison commence en Australie, elle se termine en Chine, et donc c'est plus le même vélo. Non. Mais je pense aussi que, par exemple, les stages n'aident pas le cyclisme non plus, parce que les coureurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de chutes, mais je pense aussi que c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de rouler en peloton. Ils perdent leur réflexe. C'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de chutes dans le peloton, c'est parce que toujours en stage, les coureurs ne sont plus habitués à rouler en peloton, et quand on était gamin, on allait rouler sous la piste, et la piste c'était quand même pour la vélocité, savoir piloter convenablement, et c'est quand même des écoles du cyclisme qui sont très importantes pour un jeune coureur, ou bien la piste, ou bien le cyclocross. J'attendais que vous le disiez, puisque Gérard Bulens est à côté de vous. Si on ne parle pas du cyclocross, on va se faire taper sur les doigts. Mais donc la piste et le cyclocross. J'ai encore contact avec Roger De Vlaming le dernier temps, donc De Vlaming était plus, Eric et Roger étaient beaucoup plus pour le cyclocross, mais je pense qu'il n'y a pas de déshonneur à ça. Le cyclocross, c'est aussi un moment du cyclisme qui est important, mais la piste également. Mais aujourd'hui, on ne voit plus un coureur professionnel de route faire de la piste de 6 jours. C'est plus possible. Alors, ça n'existe presque plus. On a eu Cavendish un petit peu, mais c'est très peu. Et Elio Case, évidemment, côté belge. Eddy, on a parlé de quelques moments heureux, il y en a eu beaucoup dans votre carrière. Il y a aussi des moments plus compliqués. Moi, j'ai noté notamment la chute sur le vélodrome de Blois en 69, le mondial 73 à Barcelone qui a laissé quelques traces et une grosse déception, le coup de poing évidemment sur le Puy-de-Dôme en 1975, et puis alors il y a un moment
partagé, c'est ce Tour de France 1971, quand vous récupérez le maillot suite à la lourde chute de Luis Ocaña, qui était le leader de ce Tour de France. Ce sont des sentiments compliqués et en même temps qui ont influencé et la carrière de Luis Ocaña et votre carrière, parce que ce 3e Tour, il était mal emmanché. Qu'est-ce que vous gardez comme saveur de ce fameux Tour 71 ? Oh, pas beaucoup de saveur, hein, parce que le fait que Ocaña ait dû abandonner, j'aurais préféré terminer 2e, mais bien en me battant jusqu'au dernier jour. Que de devoir abandonner sur la chute, je pense que c'est des moments que je regrette, et c'est pour ça également que j'ai tout en 71 que absolument je voulais devenir champion du monde en Mendrisio pour bien montrer que... Et vous le patron? Non, pas montrer le patron, mais coûte que coûte que je voulais être là à des moments forts du cyclisme. Oui. Hein, Laurent, on oublie souvent les moments plus difficiles d'une carrière comme celle d'Eddy Merckx. On les oublie, mais moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Et il y a d'autres moments où, quand Eddy réagit, qui dit « je veux montrer, je veux m'imposer là, je veux ». Et 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 100, derrière, il est là, il est présent. Allez demander au maire de Marseille s'il est toujours heureux. Oui, après, aussi à Merlette, le surlendemain, je crois que oui, le Tour aurait pu basculer ce jour-là si Albani, qui est pour moi le meilleur directeur sportif que j'ai eu, n'avait pas fait attendre 2-3 équipiers pour que Joseph Bruyère ne soit pas hors de délai. Et il n'était pas hors de délai, mais il y avait 8 Espagnols qui étaient hors de délai et qui ont été repêchés par les Vitans. Je pense que ça, c'est quand même des moments qui font mal à l'estomac. Eddy, en 1969, ce fameux Tour, il y a une petite fille qui rend visite à son papa sur le Tour de France au départ d'une étape. Son papa, c'était un coureur de l'équipe Peugeot. Elle vous voit passer et elle dit « Ah ben voilà le cannibale ». Ouais. C'est à ce moment-là qu'on a sorti pour la première fois ce surnom cannibale qui a percolé dans les équipes via cette petite fille. On m'a toujours dit, mais je vous pose la question aujourd'hui les yeux dans les yeux, que ce surnom, vous ne l'appréciez pas spécialement. Bon, je ne l'appréciais pas, mais ça m'enchantait pas, mais ça me était inégal, je pense. C'était surtout un ancien équipier, Christian Raymond, avec lequel j'avais roulé à la Peugeot. Et c'est sa fille qui a dit, il avait dit à sa fille, ouais, regarde, c'est celui qui nous laisse rien. Alors elle a dit, c'était un cannibale. Et bon, comme ça. Mais pendant ma carrière, il y a peu de gens qui m'appelaient cannibale. Il y a Christian Raymond qui m'appelait Cani. Alors ça va, Cani, mais il fait un diminutif de cannibale. Et puis par après, cannibale, ouais, pourquoi pas. C'est resté, par contre, dans les livres d'histoire. Bien sûr, oui, absolument, c'est resté. Ouais. Alors vous avez beaucoup gagné, vous n'avez pas tout gagné. Non. La classique, Eddy n'a pas gagné. Paris-Tour. Paris-Tour, est-ce qu'on courait Paris-Tour à ce moment-là où on courait dans le... Blois-Chaville, peut-être. Ouais. Non, Paris-Tour, les premières années, j'ai fait Paris-Tour encore en 67 avec un développement, je pense. Et puis en 68, j'ai emmené le sprint pour Heybroek à la FAIMA. Je pense que cette année-là également, j'aurais peut-être pu gagner, mais je me suis sacrifié pour l'équipe. Bon, c'est comme ça. Comme ça, on peut dire que j'ai une course que je n'ai pas gagnée. Et de toute façon, je ne donnerais pas une classique pour en échange. Non, voilà. Absolument pas. Oui, Paris-Tour, si on va un peu plus loin, à travers la Belgique que vous n'avez pas gagné, qu'on appelait à l'époque à travers la Belgique, qui est devenu à travers la Flandre. Ou alors, non. J'ai pas apprécié mon déclassement. D'accord, on n'en parle pas. On tourne la page. Non, parce que j'étais en tête et j'ai pris le premier virage et Godefroot était à l'intérieur. J'ai pas ouvert la porte. Il est tombé. C'est pas ma faute et on m'a déclassé. Voilà. C'est marrant, vous reparlez encore de ces courses comme si c'était hier. C'est vraiment non, mais ça reste. C'est impressionnant, impressionnant. Mais Walter Godefroot, vous parlez de lui, ça tombe très bien. J'ai l'impression que vous avez lu sur mes petits papiers. Walter Godefroot a dit un jour, Eddy n'était jamais content. Plutôt que de dire qu'il a gagné 525 courses, il en viendrait presque à déplorer qu'il en a perdu 1275 sur les 1800 qu'il a disputées. Est-ce que cette indécrottable horreur de la défaite vous a permis d'avoir le palmarès que vous avez? Non, parce que je savais accepter quand j'étais battu. Par exemple, j'ai été battu plusieurs fois par Godefroot, qui malheureusement aujourd'hui ne va pas très bien. J'ai encore été le visiter dernièrement. Et il m'a battu à Liège-Bastogne-Liège en 67. Et il m'a battu 3 fois dans le championnat de Belgique, je crois, à Vilvoorde, et 2 fois à Bornem. À vérifier, mais je vous fais confiance. Donc,
Voilà, non, quand j'étais battu par plus fort que moi, et Godefroot était un coureur assez complet, et qui était très rapide au sprint, et voilà. Alors, vous n'avez non plus jamais gagné, j'arrête après, sur ce que vous n'avez pas gagné, j'arrête là, mais il y a une chose que vous n'avez jamais gagnée, c'est la médaille olympique, ce qu'a fait Axel. Alors, on va regarder les images de la médaille de bronze d'Axel Merckx au JO 2004, c'était à Athènes. Et ce jour-là, on a vraiment l'impression, Eddy, qu'Axel a franchi un cap, qu'il s'est affranchi de votre ombre. Alors, une ombre involontaire, mais il s'est fait un prénom. Absolument. Je pense que, en plus, au jeu d'Athènes, il s'est fait un prénom, et je pense que la manière dont il a gagné cette médaille de bronze, c'est vraiment à la pédale, je dirais, qu'il a été la chercher, parce que ça avait un peloton derrière lui, et toujours une médaille aux Jeux Olympiques, c'est important. Malheureusement, moi, j'ai pas eu une médaille à Mexico, mais j'en ai pas resté non plus 4 ans, plus longtemps amateur, que pour aller au Mexique pour essayer de remporter une médaille. Parce qu'à l'époque, les professionnels c'était uniquement amateur, et bon, en 68, j'ai gagné les Milan San Remo 2 fois, et j'avais gagné le Giro. Donc, mais en tout cas, je suis très, très fier et très heureux pour lui qu'il a eu cette médaille olympique que je n'ai pas eu comme ça. Luca a eu une médaille d'or. Les Jeux Olympiques en hockey, votre malheureusement pas avec la Belgique, mais il a beaucoup travaillé pour cette médaille également, et je suis fier pour lui, et je suis fier pour Axel, bien sûr, de cette médaille de bronze à Athènes. Axel, qui vous a aussi laissé évidemment un petit message et une petite question. Quoi de plus opportun de te souhaiter un joyeux anniversaire au départ d'une course? C'est tout à fait normal parce qu'on partage la même passion. Donc je te souhaite un joyeux anniversaire, encore beaucoup d'années de bonheur avec nous et beaucoup de sorties à vélo, et en espérant que tu trouveras ta position. Je suis sûr qu'on va y arriver un jour. Et ça vous fait sourire, c'est quoi cette histoire de position? Parce que j'ai toujours eu un problème de position, parce que après ma chute de Blois, je veux dire que Eddy Merckx avant Blois n'a plus été le même qu'après Blois dans la montagne, et c'est une forte luxation, peut-être avec qui n'ont pas vu une petite fêlure ou quoi au moment même, parce qu'il y avait un gros hématome, et ça laissait des traces, et vraiment, voilà. Et aujourd'hui encore, vous cherchez un peu cette position sur le vélo. C'est pas évident, surtout après maintenant la chute, c'est encore pire. La nouvelle chute, Alors vous connaissez bien Axel, Gérard et Laurent, et Axel est souvent avec nous sur ce plateau on connaît nos classiques. On sait qu'il est fier de son papa, mais on sait aussi, Laurent, que ça n'a pas toujours été évident pour lui d'être le fils d'eux, et on se met dans la peau d'Eddy, pas évident d'être le papa d'eux quand on a été soi-même une vedette. Oui, Axel, quand il est arrivé au début, on s'attendait à ce que ce soit l'héritage. À copier-coller. Donc oui, qu'il arrive et qu'il gagne le Tour, qu'il gagne Liège, qu'il gagne la Flèche. Et la pression était énorme, quelle que soit l'équipe dans laquelle il se trouvait. Donc, mais quand on voit son palmarès, quand on voit la façon, la carrière qu'il a eue sur la durée, je pense qu'il peut être fier de ce qu'il a fait, parce que il était au départ, c'était le fils d'Eddy Merckx. Et ça a dû être pesant, mais sur toutes les courses. Autant tout à l'heure, on a dit qu'Eddy pouvait pas sortir, qu'il n'a pas vécu, ou très peu, à part dans un safari au Zaïre, l'anonymat. Axel, c'était la même chose. Sur une course, il ne pouvait pas se présenter. Dans les catégories d'âge jusqu'à professionnel, c'était le fils d'Eddy Merckx. Et il a été courageux finalement de tenir bon, Axel. Absolument, je pense que ce n'est pas simple du tout d'être le fils d'eux, et on a d'autres exemples effectivement, mais que Axel a réussi une belle carrière dans un cadre où le cyclisme avait quand même déjà évolué, parce que je vois une vraie évolution du cyclisme au niveau des équipes, de l'organisation, etc. Quand est apparue cette fameuse équipe Mapaille avec Patrick Lefebvre, etc. Et c'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui que le palmarès d'Eddy, je pense que plus personne ne va parvenir à l'obtenir dans la réalité, parce que avec les stages, avec l'imposition d'un système où les coureurs sont presque des robots, il faut bien l'avouer, on les guide de la voiture, on leur dit ce qu'ils doivent boire, quand ils doivent boire, on ne peut plus avoir de très
très très longue carrière aujourd'hui. Et d'ailleurs, les dépressions sont très nombreuses chez les coureurs cyclistes. Le burn-out chez le cycliste, et ça mériterait un podcast complet. On parlait, Eddy, des Jeux Olympiques il y a quelques instants. Il y a quelqu'un qui a bien connu les Jeux Olympiques puisqu'il a participé à 7 reprises aux JO. Un petit message pour vous. C'est l'actuel président du Comité olympique et interfédéral belge, le COIB, Jean-Michel Sèvres. 7 participations, le pongiste évidemment, aux Jeux Olympiques. Vous le connaissez, il vous connaît et on l'écoute. Bonjour Eddy, je voudrais te souhaiter un bon anniversaire. Et comme tu vois, le cadre que tu m'as offert en fin de carrière est en bonne place. J'ai toujours le vélo vintage qui a maintenant pratiquement 30 ans. Je suis venu chercher chez toi. Et alors on m'a demandé de te poser une question originale. Bon, c'est pas évident, hein, mais voilà, après ta carrière exceptionnelle, ton fils qui a été médaillé de bronze à Athènes, ton petit-fils champion olympique à Rio, alors c'est lequel des 3 moments le plus important pour toi? Bon, dernière question, quand est-ce qu'on va tous rouler ensemble? J'espère qu'on va venir rouler le plus tôt possible, dès que je serai complètement remis de... Il roule beaucoup, hein, Jean-Mi? Oui, je sais bien. J'appréhende que je sois entraîné pour aller rouler avec lui, ça c'est certain. Quels sont les... Votre carrière, la médaille d'Axel, la médaille de Luca. Moi, à votre place, je ne choisis pas, hein, mais faites ce que vous voulez. Non, c'est Joker. Voilà, il y en avait un pour l'émission, hein, c'est maintenant. Voilà. Il ne s'est pas mis d'accord avant, mais je vous le dis, non, il y avait un Joker. C'est difficile à faire un choix, parce que c'est 3 choses différentes, et voilà. Alors, vous avez marqué l'histoire du sport mondial, on l'a dit, à une époque, et Gérard l'a déjà un peu évoqué, où les réseaux sociaux n'existaient pas, mais à une époque du baby-boom. Vous êtes un enfant du baby-boom, hein, les enfants de l'après-guerre, juste après-guerre. Vous êtes né en 45, à l'époque, dans les années 70, on découvrait la publicité, les grands magasins, le disco, le cinéma hollywoodien. C'est toute votre époque, ça. Hein. Si vous étiez coureur aujourd'hui, vous seriez sans doute, Eddy, hein, un influenceur comme d'autres sur Instagram. Dans les années 70, vous étiez déjà, à votre manière, un petit influenceur. On a retrouvé, et on va regarder ensemble ce très beau reportage, très chouette reportage de Manu Debièvre sur ce que vous avez fait à côté du vélo. On regarde. Eddy par-ci, Merckx par-là, le cannibale a été mangé à toutes les sauces de la culture populaire. Son immense célébrité a largement fait déborder Eddy Merckx des frontières du sport, particulièrement dans les années 70. Cinéma, musique, publicité, littérature, petit tour d'horizon parfois insolite de la planète Merckx. On ne compte plus les ouvrages consacrés à l'ogre de Tervuren. Aujourd'hui encore, il s'en publie régulièrement des nouveaux. Dans la bande dessinée aussi, on a parfois vu Eddy, collaborateur de Jean Graton pour qui il dessinait les décors de Michel Vaillant. Christian Lippens a raconté les fabuleux exploits d'Eddy Merckx en BD. Et puis bien sûr, on a aussi vu Eddy piquer un sprint dans Astérix chez les Belges. Chez les philatélistes, Eddy a fait le tour du monde, sur plusieurs timbres belges bien sûr, mais aussi au Bénin, au Congo, aux Émirats, en Guinée, au Mozambique, en Sierra Leone ou encore à l'île de Man. On a aussi joué au jeu de société Eddy Merckx, créé par Pierre Neuville et qui vient d'ailleurs d'être republié. Et puis, on a beaucoup chanté, Eddy. Et dans les 2 langues, évidemment. Peu de vrais hits dans cette collection de rengaine un peu kitsch, sauf peut-être celle de Jean Narcy. Il endosse tous les maillots. Plus récemment, dans un tout autre genre, Stella a également rendu hommage à Merckx. Eddy Merckx. Et puis, plus étonnant, Eddy a lui-même poussé la chansonnette en duo avec son ami footballeur Roger Classen. Enfin, chanter, c'est beaucoup dire. Je pédalerai pour gagner, croyez-moi, au son des valeureux et joie. Une icône populaire comme Merckx ne pouvait évidemment pas échapper à la publicité. Faire de la promo pour son sponsor ou un équipementier sportif, c'est assez logique. Mais pour des chewing-gums, des anoraks ou de la graisse à frites, c'est déjà plus étonnant. Mais voir la tête d'Eddy sur des Havane ou même carrément vendre une cigarette laisse par contre un drôle de goût en bouche. Autre temps, autre mœurs. Mais on a beau être le roi de la pédale, on n'est pas forcément celui de la réclame. La preuve en image avec cette petite pépite.
J'ai faim. J'ai On faim. mange bientôt. Hop, moi je suis un pas. Fais-moi encore un sprint pour un autre tonneau d'Ariel. Ariel, la plus propre. On ne va pas se mentir, il est meilleur sur un vélo. Malgré tout, Eddy Merckx a quand même réussi à jouer aux côtés d'un certain Kevin Costner, ici à droite, moustachu à l'époque. Un rôle muet dans Le Prix de l'Exploit, sorti en 1985. C'est Colorado. Malheureusement, pas d'Oscar pour notre champion, mais quelques autres hommages, notamment par Louis de Funès dans Rabbi Jacob. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Merckx. Eddy Merckx. Che Guevara. Ou plus récemment, dans le dessin animé Les Zinzins de l'espace. Waouh, moi c'est Eddy. C'est vendredi, le centre de la Terre, c'est là où vous habitez-vous une fois, deux fois, trois fois, une fois, des frics. Chez nous, on a vu un faux Eddy dans le film flamand Allez Eddy, et un autre, de dos et de loin, dans Le Vélo de Guylain Lambert. Dans le même film, on a aussi droit à une grosse déprime de Benoît Poelvoort qui vient d'assister au record de l'heure d'Eddy Merckx. Ah ben oui, il y a de quoi être dégoûté du cyclisme. Eddy, je vous ai vu beaucoup sourire et réagir sur cette vidéo. Oui, bien sûr, il y a des publicités que après coup, je n'aurais certainement plus fait. La première, en tout, c'est pour les cigarettes. C'était une autre époque, faut remettre ça dans le contexte. Oui, bien sûr. Non, je courais déjà plus à vélo. J'avais arrêté. Et donc, je disais, si vous fumez des cigarettes moins en tabagisme, quoi, moins de nicotine. Donc, et puis pour le restant, vous savez, à l'époque, on gagnait pas tellement d'argent. Ça faisait du bien de se récolter encore un peu d'argent pour l'une ou l'autre publicité. Mais il est certain que, bon, ça fait sourire. On peut faire un duo avec Gérard, peut-être. Oh là là. Vous savez que Gérard, tu fais la lessive, Ariel? Ouais. Non, moi j'aurais fait une chanson. La chanson. Oh là là. Le producteur c'est pendu. Oula. Quelle histoire. Gardons le sourire quand même. On a une autre réaction, c'est celle de Michel Lecomte, notre ancien patron, à Laurent et moi-même, que vous avez bien connu, et qui évoque justement, vous allez l'entendre, cette après-carrière. On va en reparler. Bonjour Monsieur le Baron et bon anniversaire, mon cher Eddy. Je suis convaincu que tous les témoignages que tu vas recevoir à l'occasion de tes 80 ans vont t'aider à passer le cap encore plus facilement. On aura insisté sur ta simplicité, sur ta gentillesse, ton accessibilité, ton incapacité à dire non. Généralement, c'est le fait des gens gentils, ça. Moi, je voulais insister sur un aspect du personnage que j'ai découvert après sa carrière, parce que moi, j'ai pas couvert, ce sont mes anciens collègues qui ont eu cette chance de couvrir ta magnifique carrière. Cet aspect de ton personnage, c'est la capacité que tu as à être un joyeux drille, un joyeux compagnon quand tu es dans du lien avec des gens que tu aimes bien, au-delà de ta famille, bien sûr. C'est très très agréable de partager ces moments-là avec toi. Alors je voulais te poser une question, Eddy, et je la pose au chef d'entreprise. T'as pas gagné suffisamment d'argent, t'as pas mis suffisamment de côté pour pouvoir vivre sur tes rentes après ta carrière, t'avais 32 ans, et t'as été obligé en quelque sorte de fonder une entreprise. Est-ce que ce n'a pas été un mal pour un bien, ça, avec tes coéquipiers, de fonder les cycles Merckx avec le succès qu'on a connu et la remise de l'entreprise en 2008? Eddy, une chance d'avoir être obligé après sa carrière de travailler, de garder un pied dans la vie active. Oui, absolument. Je crois que je n'aurais pas pu rester à l'âge où j'ai arrêté, parce que j'avais quand même fait énormément de courses à 33 ans, de ne plus faire un métier par après. Donc j'avais des propositions pour être relations publiques pour une équipe, pour plus de vêtements sportifs. Et puis également, on avait pensé à un moment de faire une société pour vendre du préfabriqué, mais il n'y a jamais une assurance qui est arrivée. Donc, et puis, je veux dire que c'est avec l'insistance des Rosa qui m'a incité à faire une marque de cycle, une marque de vélo, que j'ai commencé. Et bon, c'est grâce à lui que j'ai pu commencer cette usine, et je lui resterai éternellement remerciable, mais c'était pas toujours évident, et je pense qu'au début, on a quand même pas vu un moment difficile, aussi au point de vue d'un associé qui
qui m'a joué des drôles de tours. Et ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et voilà, mais finalement, ça s'est arrangé. Ça reste un bon souvenir. Ça reste un bon souvenir. C'était pas évident parce que après une carrière comme j'ai eue et prendre l'avion et aller en Amérique pour faire des salons et dormir dans le Queen Mary dans une petite cabine de choses, je vous dis quand on est là, c'est pas évident. En tout cas, je peux dire que c'est pas toute la joie. Alors, on a encore quelques réactions à vous faire entendre. J'ai juste une question à Laurent qui côtoie les coureurs et plus les coureurs d'aujourd'hui. Quel regard pensez-vous que les coureurs d'aujourd'hui, un Pogacar qui gagne 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois plus qu'Eddy Merckx à l'époque, quel regard a Pogacar vis-à-vis d'Eddy Merckx ? Je pense que ça n'a rien à voir avec le salaire et avec ceux qui gagnent. Je pense que tous les coureurs, quel que soit le niveau, qu'ils soient professionnels, tous ceux qui sont déjà montés sur un vélo, ils ont un respect exceptionnel, énorme pour Eddy Merckx. Eddy Merckx, c'est la légende. Donc que ce soit Pogacar ou que ce soit un jeune ou quelqu'un qui fait des courses amateurs, Eddy Merckx, ça reste Eddy Merckx. Je pense que c'est ça. Je reviens à la question de Michel. Moi, je pense que justement, le fait d'avoir eu cette usine, ça a permis à Eddy d'être l'homme qu'il est, d'être resté connecté avec la réalité, parce que les champions d'aujourd'hui, quand ils gagnent ce qu'ils gagnent, je ne pense pas qu'ils connaissent le quotidien des spectateurs qui sont sur le bord de la route. Et ça, le fait qu'Eddy soit là, le fait qu'Eddy soit abordable, le fait qu'Eddy soit le personnage qu'il est, qu'on ne va pas découvrir ici, mais qui a énormément d'humour et qui est accessible pour beaucoup de monde, on l'a encore vu tout à l'heure. Je pense que c'était ça, je pense aussi la question, l'intérêt de la question de Michel, c'était ça, c'est de se dire, oui, c'est un mal pour un bien, parce qu'on a eu le champion et on a un grand monsieur aussi. Et souvent, les coureurs de votre époque, de l'époque de Gérard, se considéraient à l'époque comme des ouvriers du vélo. C'est vraiment ça le terme. Vu les salaires de l'époque. Oui, on peut pas me plaindre parce que la génération avant moi, ils ont gagné encore moins. Donc, il faut être content avec ce qu'on gagne. Et aujourd'hui, je ne suis pas jaloux de ce que les coureurs gagnent. Je trouve que c'est tout à fait normal que les coureurs aujourd'hui gagnent beaucoup plus d'argent que de notre époque. C'est tout à fait normal quand on voit ce que les joueurs de football peuvent gagner et tout. Le sport cycliste, c'est quand même un sport qui est drôlement plus dur. Enfin, j'aime bien le football, mais je trouve que on ne peut pas faire de comparaison et que je trouve que c'est juste que les coureurs aujourd'hui gagnent plus d'argent que de notre époque. Alors le temps passe vite, je le disais, on a encore quelques surprises laissées par vos proches, par vos petits-enfants. Vous êtes aussi arrière-grand-père depuis quelques temps, et notamment par votre petite-fille Alexia, qui a 2 questions pour vous. C'est un numéro 5. Coucou Baba. Alors à moi aussi, on m'a demandé de te poser une question. Et en tant qu'institutrice, évidemment, je vais te parler d'école. Ma première question est la suivante. Est-ce que tu penses que tu aurais pu t'épanouir dans ma classe? Et deuxième petite question, est-ce que tu penses que j'aurais pu gérer l'enfant turbulent que tu étais? Gros bisous. Donc l'enfant turbulent Merckx aurait-il été serré par l'institutrice Alexia? Oui, je crois quand même qu'elle avait tellement de poignes sur ses élèves aujourd'hui et que on a difficilement passé à côté d'Alexia parce qu'elle laisse rien passer, elle aime bien rire, mais quand c'est le moment de serrer, elle serre. C'était, vous étiez bel et bien un enfant turbulent, vous nous le confirmez? Oui, j'étais un enfant turbulent, bien sûr, j'étais un enfant turbulent, j'aimais bien chahuter, mais oui, mais ça dépendait aussi des professeurs qui se faisaient chahuter et d'autres pas, donc voilà quoi. Alors il y a les frères d'Alexia aussi, Diego et Lucas, qui ont également envoyé une petite vidéo pour Papy Eddy, mais donc, si j'ai bien capté... Baba, ça devient de l'Argentin de Abuelo. Ah ben voilà, j'allais vous poser la question, donc Baba Eddy, si j'ai bien compris donc, et j'ai bien compris, voici donc Diego. Coucou Baba, alors ma question est la suivante, si tu n'avais pas été coureur cycliste, aurais-tu aimé jouer au hockey ou aurais-tu aimé faire un autre sport? Alors, si vous n'étiez pas cycliste? Je pense pas que j'aurais été joueur de hockey. C'est clair. Mais j'aurais été peut-être joueur de football parce qu'après ma carrière, j'ai joué quand même 10 ans encore avec les vétérans d'Anderlecht. Donc, vous avez fait l'inverse de Remco Evenepoel en fait, qui a commencé au foot à Anderlecht avant de devenir cycliste. Ouais. Mais j'étais meilleur à vélo quand même aussi, comme lui qui était meilleur à vélo qu'au football. Ouais.
Toujours supporter d'Anderlecht, puisque vous évoquez. Je suis toujours supporter d'Anderlecht, bien que l'Union soit champion, je félicite, mais j'ai pas de problème avec ça, mais pour l'instant, Anderlecht n'est pas à niveau. Ça vous rassure un peu ce qu'ils ont montré? Barça est champion. Le Barça, c'est votre deuxième club, non? Ouais, Barça, j'ai vu le match. Barça, Lamine Yamal, c'est 17 ans, c'est incroyable. Un joueur comme lui, c'est vraiment. Il n'y a que des superlatifs pour le nommer. Ouais. J'apprends que vous êtes supporter du Barça. Je ne le savais pas. Merci, Laurent. Il y a bien un club italien quand même dans votre deuxième pays. Oui, il y a une finale maintenant. Est-ce que vous avez un club de cœur en Italie? Pas spécialement. À un moment donné, Turin, parce que Giacotto était plus ou moins Turin, et Zilioli, mon ami Italo, mais non, pas vraiment. Alors, on a entendu deux des enfants de Sabrina, on va entendre le troisième, on en a évoqué tout à l'heure, c'est Lucas qui a été médaillé olympique, médaillé d'or olympique à Rio en hockey avec l'équipe nationale argentine, et lui aussi, il a une question pour Baba. Salut Baba, joyeux anniversaire. À mon tour de te poser une question. Vu le dernier sprint qu'on a fait ensemble, est-ce que tu penses que j'aurais pu être coureur cycliste? Non, je pense pas qu'il aurait. Non, il n'y a pas la morphologie. Je pense pas qu'il. Non, cycliste, il avait commencé dès le début, mais je pense pas qu'il avait la morphologie peut-être pour gagner un Tour de France. Il était un gars puissant et tout. Peut-être des classiques, il aurait pu gagner, mais je pense pas qu'il aurait pu gagner un Tour de France. Mais par contre, comme joueur d'hockey, il est incroyable d'avoir ce qu'il a travaillé pour avoir cette médaille d'or à Rio avec l'équipe d'Argentine. Chapeau pour tous les sacrifices qu'il a fait, les voyages qu'il a fait et les entraînements qu'il s'est tapé. Et je peux le féliciter. Luca était notre invité cet été pendant les Jeux à Paris. Et évidemment, on lui a parlé de Baba. Et il l'a confié, mais vous allez dire si c'est vrai ou pas, que vous n'êtes pas spécialement un bon perdant quand vous faites des compétitions ou des jeux de société. Non, j'aime pas perdre. Et j'avais parlé avec lui qu'il n'allait pas faire le Ventoux en moins de 2 heures, et il m'a épaté. Il l'a fait. Il a fait. Il a mis 1h55, je crois. Non, j'ai perdu. Voilà. Vous avez perdu votre pari. J'ai perdu mon pari. Bon, ça peut arriver, ça. J'ai payé. Ah oui, vous avez payé. J'ai payé. D'accord. J'ai payé. Ok, c'est bien. Donc vous assurez. Oui, j'ai payé. Laurent Bruvier est un champion des paris aussi. Petit clin d'œil. Vous avez dans votre tribu, j'évoquais le mot tribu parce que ça correspond bien à l'idée. La famille, mais aussi les amis. Ils sont nombreux, d'anciens équipiers, d'anciens masseurs, soigneurs, mais aussi évidemment le pilote Jackie X ou l'ancien footballeur Paul Van Nimst. Et puis il y a un chanteur, Salvatore Adamo, qui a voulu aussi nous laisser un petit hommage. Alors je vous conseille de vous accrocher parce que ce sont des frissons garantis. Il n'y a pas de question pour Adamo, c'est un hommage en chanson. On écoute ça tous ensemble. Bonjour Eddy, je vais te dire toute mon admiration en chanson, mais je t'embrasse affectueusement en dehors parce que je n'ai pas pu le placer dans le texte. Sa légende a commencé à 16 ans en Guiane. Déjà, il s'envolait. Il partait seul sans se retourner et se retrouvait gagnant en bluffant les anciens. Et pendant de belles années, ses exploits insensés nous ont rendus très fiers. 5 fois sur les Champs-Élysées, radieux, il a défilé, lui devant, les autres derrière. C'était dit, tout est dit. Il n'y peut rien, la vie l'a fait ainsi. C'était dit, c'est un homme bien, un géant, notre ami. Et avec tout ça, notre champion, avant tout et surtout, est un homme de cœur.
Et cette noble dimension lui fait garder en nous la place du meilleur. Cher Eddie, toute la Belgique t'aime et te dit merci. Et le reste du monde aussi. Joyeux anniversaire et longue vie. Super. Cher Eddie. Un bon, quel hommage. Ça, c'est beau, hein, Salvatore. Merci beaucoup. Ça, c'est beau. Merci, Salvatore. Vraiment, ça me touche énormément. Ouais, c'est ma vie. C'est super. Devenu c'était dit et ouais, je sens de l'émotion là. Ouais, absolument. Ouais, non, c'est vraiment Salvatore est vraiment quelqu'un qui. Ouais. Un hommage d'un grand important. monsieur pour un autre grand monsieur. Ouais. Ah ben on est heureux que ça fasse cet effet-là. Non, voilà, absolument. Franchement, du fond du cœur. Et on a aussi des frissons, hein, je vous garantis, sur ce plateau. Petite précision, hein, petit clin d'œil aussi à Salvatore s'il nous regarde. On arrive sur les Champs-Élysées depuis 1975 et donc vous n'avez jamais gagné le tour sur les Champs-Élysées. C'était à la Cipale. Hein. À Cipale, oui. Voilà. Ouais. Quand vous aviez gagné le tour, à chaque fois, vous avez terminé sur le vélodrome de la Cipale. Alors, on va pas se quitter sans un petit gâteau d'anniversaire. Je pense que c'est de circonstance. Qui dit anniversaire dit gâteau d'anniversaire. Et donc, on a prévu pour vous et on accueille tout cela en musique avec notre hôtesse Laurie. La chanson, la musique et le gâteau d'anniversaire pour monsieur Eddy Merckx. Ah oui, on va manger ça ensemble. Et oui, bien sûr. C'est un grand gâteau. Hein. Ah bon. Ah, il faudra le souffler, évidemment. Hein. Voilà. Les 80 ans d'Eddy. On va le mettre dans l'eau et pour qu'Eddy puisse regarder, puis on va le retourner pour mettre le chiffre dans le bon sens à l'image. Voilà, comme ça, le 80. Et pour les gens qui nous regardent, Eddy. Voilà. Très bien. C'était quoi la photo? Vous la reconnaissez? Je dirais un tour de Lombardie, non? Ouais, c'est soufflé. Ouais, bravo voilà. Eddy Merckx, 80 ans, c'est officiel. C'est une photo, je pense, d'un Tour de Lombardie avec le maillot de champion du monde sur le gâteau. Difficile comme ça. Et on découpera les parts en essayant chacun d'avoir un morceau du maillot arc-en-ciel. À vérifier, évidemment. Et puis, on a beaucoup parlé de votre famille, de l'importance de Claudine. On a aussi un cadeau pour Claudine. Ah bon. Que vous pourrez lui offrir en rentrant à la maison. Ouais. Et petite particularité du bouquet. Tendance jaune, tendance rose. Ok, merci. Hommage, évidemment, à vos 5 victoires. Ah, ça sent bon, a priori. Hein. Gérard va faire l'intermédiaire. Ouais, on peut les mettre là, allez-y. Les 5 maillots roses et les 5 maillots jaunes. d'Eddy Merckx, vous aimez les anniversaires ou pas, Eddy? Vous aimez les anniversaires? Bah oui, pourquoi pas. 80 ans, c'est peut-être moins que 16 ans. Ça passe, hein. Vous êtes prêt à manger un morceau avec nous après, hein? Avec plaisir. On va faire ça ensemble, évidemment. Exactement. On vous remercie du fond du cœur de nous avoir rejoints aujourd'hui, d'avoir participé à cette émission. Merci. Le jour de vos 80 ans. À Gérard. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Et votre sourire et votre bonne humeur et votre émotion nous a vraiment ravis. Merci Laurent Bruvier. Merci. Merci Gérard Bulens. Merci à vous. Merci, merci à Eddy. Personne de l'ombre évidemment. Delphine Canon, Christian Mazui en régie. Mathieu Hélin, le champion du monde, lui aussi, mais des archives. Attention. Et merci à toute l'équipe de prod autour de ce projet. Merci à vous évidemment d'être fidèles à la RTBF. On connaît nos classiques à voir, à revoir, à réécouter sur Ovio, sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts également. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.